Alors, faut que je retrouve comme lance la presse. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Je viens de Ubisoft. Je me présente. Donc, je m'appelle Jérôme Torche. Donc, je suis programmeur 3D chez Ubisoft Montpellier depuis 3 ans. Sachant que j'ai commencé là-bas avec un stage de fin d'études. Et ensuite, j'ai pu enchaîner parce que j'étais content de moi. J'étais content d'être là-bas. Donc, j'ai pu enchaîner. Et donc, depuis que je suis là-bas, je travaille sur un jeu qui s'appelle Beyond Good and Evil 2. Alors, c'est quoi Beyond Good and Evil 2? Parce que bon, certains peuvent connaître, pas tous, je pense. Donc, c'est la suite d'un jeu qui est sorti en 2003 sur GameCube, entre autres, sur PlayStation 2, je crois aussi. Beyond Good and Evil. Et donc, pour ce jeu-là, en fait, on est parti de zéro. On a fait un nouveau moteur. Donc, nouveau moteur 3D, nouveau moteur de jeu, etc. Et donc, pourquoi on a fait un nouveau moteur? Parce que bon, c'est beaucoup de boulot et c'est pas une pratique habituelle. Hein. Normalement, on utilise des moteurs déjà faits. Parce que vous irez voir des vidéos si vous avez envie, mais en tout cas, on a pour ambition de rendre des planètes et des systèmes solaires presque à l'échelle et pouvoir se déplacer dans tout cet univers de manière seamless. Donc, ça demandait des technologies un peu différentes de ce qu'on fait habituellement dans des open world classiques sur un terrain de quelques kilomètres par quelques kilomètres. Quoi. Et donc, évidemment, c'est beaucoup de challenges, forcément, mais c'est cool aussi parce que du coup, c'était l'occasion de faire plein de choses que normalement, on ne fait pas. Quoi. C'est-à-dire, normalement, il y a plein de choses qui sont déjà faites. Et là, on a eu l'occasion de les refaire et c'est cool de pouvoir vraiment aborder tous les sujets. Quoi. Alors, bon, du coup, programmeur 3D, donc qu'est-ce que c'est qu'un programmeur 3D dans le jeu vidéo, en tout cas? Le programmeur 3D, tout simplement, il va développer le moteur graphique du jeu, par opposition, par exemple, ce qu'on appelle aux programmeurs engine, qui, eux, vont vraiment développer tout le reste du moteur, c'est-à-dire la physique, le son, le système d'acteurs, le système qui permet aux gens qui font du gameplay de travailler, par exemple. Et donc, c'est quoi le moteur graphique? En fait, principalement, c'est tout ce qui va, tout ce qui va tourner autour du GPU. En fait, littéralement, le job, c'est de programmer le GPU. Parce que c'est le GPU, donc la carte graphique. GPU, c'est carte graphique, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde sait. C'est en fait, c'est la carte graphique qui calcule aujourd'hui absolument tout ce qui se passe à l'écran. En fait. La moindre couleur, le moindre pixel, la moindre ombre, le moindre mouvement est quasiment toujours aujourd'hui calculé par le GPU. Et en fait, voilà, énormément de choses. Je peux vous citer quelques sujets qu'on traite, hein, même si ce n'est pas exhaustif, il y en a tellement. Bon, par exemple, on doit simuler la lumière, directe ou indirecte. Pourquoi je fais de la distinction? Je vais en parler un peu après, c'est pour ça. C'est qu'en fait, il y a la lumière directe, c'est ce qu'on apprend en premier en général, c'est il y a une source de lumière, il y a un matériel, on fait un dot product en général avec une équation un peu plus compliquée, puis on regarde quelle est la contribution de la lumière venant, je sais pas, du soleil, d'une bougie, etc. Et ensuite, quand on veut faire des choses un peu plus réalistes, on doit aussi prendre la contribution des choses, des objets qui n'émettent pas directement de la lumière, mais qui en réfléchissent une partie. Par exemple, si j'ai un mur rouge à ma droite, il y aura une sorte de lueur rouge visible, parce que le mur rouge va aussi diffuser un peu de lumière rouge qu'il aura reçue d'une source de lumière, par exemple le soleil. C'est pour ça qu'on fait la distinction directe et indirecte. On rend bien sûr plein de matériaux différents, de la peau, des fourrures, vêtements, les yeux, certaines surfaces particulières. Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'il faut faire, qu'il faut gérer. Et évidemment, on rentre des systèmes un peu plus grands comme des terrains, des planètes, de la végétation, des océans et compagnie. Et beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est un peu tous les sujets haut niveau. C'est ça qu'on veut faire. Sauf qu'évidemment, comme on l'a dit, donc pour faire tout ça, on va partir un peu des bases. Donc les bases, donc on a dit, c'est le GPU. Donc dans le jeu vidéo, quasiment tout est écrit en C++, que ce soit le game, en tout cas chez Ubisoft. Hein. Quand je dis dans le jeu vidéo, souvent c'est chez Ubisoft. Quasiment tout est fait en C++, que ce soit le gameplay, le moteur. Mais évidemment, sur GPU, c'est pas la même chose. Donc sur GPU, on écrit des shaders. Donc les shaders, c'est un programme qui tourne sur le GPU, tout simplement. Et donc le langage que tout le monde utilise dans le jeu vidéo, en tout cas chez Ubisoft, c'est le HLSL. Ceux qui ont fait de l'OpenGL peuvent connaître le GLSL. C'est un peu différent, mais c'est quasiment la même chose. Et donc, pour communiquer avec la carte graphique, on a besoin aussi d'une API, parce que la carte graphique, elle n'a pas un système d'exploitation facilement utilisable comme sur PC quand vous êtes sur Windows, par exemple.
Donc, on a des API graphiques pour communiquer avec la carte graphique qui nous permettent d'allouer de la mémoire, de lancer des shaders, etc. Et donc, ces API graphiques, c'est DirectX, Vulkan. Alors, encore une fois, vous connaissez peut-être OpenGL aussi. C'est juste qu'OpenGL, on ne l'utilise pas vraiment dans les projets, dans les gros projets. Tout simplement parce qu'il y a Vulkan qui est un peu plus puissant. Et donc DirectX, c'est pour Microsoft. Vulkan, c'est l'équivalent donc third party qui tourne sur tout et n'importe quoi. Et bien sûr, il y a aussi des API graphiques pour les consoles. Par exemple, chez Sony, ils ont une API graphique particulière. Voilà. Donc, c'est quoi un GPU et pourquoi est-ce qu'on a besoin du GPU? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste un CPU et tout va bien finalement? Quand on lit une vidéo, c'est le CPU. Quand je vous parle, c'est le CPU qui encode ma voix. Enfin, très probablement, il y a peut-être le GPU qui bosse un peu, mais je pense que c'est que le CPU. Tout simplement parce que l'architecture est complètement différente. Le CPU, il a 8 cœurs en général. Bon, ça dépend des modèles, mais on va dire 8 cœurs. Et ça fait à peu près, bon, ça, c'est des chiffres qui datent de quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu plus, 135 gigaflops. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les gigaflops, c'est tout simplement le nombre d'opérations flottantes par seconde. C'est une mesure qu'on utilise souvent. Donc, gigaflops, c'est 135 milliards d'opérations flottantes par seconde. Juste si je vais mettre le chat, si un truc que je dis, un terme que j'utilise et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me couper juste pour me dire. Quoi. Juste mettre le chat pour être sûr que je rate rien, parce que je n'ai pas le chat. Voilà. Et donc, le GPU, c'est quoi? C'est 2300 cœurs. Donc, c'est largement plus que le CPU. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus de puissance de calcul. Là, on voit, il y a un facteur, il y a quasiment un facteur 30, un facteur 40. Voilà. Donc, en termes de puissance brute, en fait, le GPU, il dépasse largement le CPU. Alors, on va dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a des CPU finalement si le GPU est tellement puissant? Alors, évidemment, il y a des contraintes. Il y a plein de contraintes et il y a plein de choses qui expliquent que le CPU, il fait plein de choses que le GPU ne sait pas faire, mais aussi le GPU est capable de calculer beaucoup plus de choses que le CPU. C'est un peu ce qu'on va voir là. Donc, le GPU, si on rentre dans les détails un peu, donc, on a vu, il a beaucoup de cœurs, il est massivement parallèle, mais évidemment, la contrainte, c'est qu'en fait, tous les cœurs ne sont pas indépendants. En général, on les groupe, ils sont groupés dans ce qu'on appelle des thread groups. Donc, en fait, là, je vais utiliser le mot cœur ou thread, c'est un peu la même chose. Donc, sont groupés par 32 ou 64. Et en fait, ces groupes de cœurs, en fait, ils vont exécuter la même chose. Ils ne vont pas pouvoir exécuter des programmes différents ou des shaders différents. Ils vont devoir exécuter la même chose, le même code, et ils vont partager des ressources. Par exemple, ils auront un cache dédié pour eux, ils auront de la mémoire qui pourront se partager. Ils utilisent les mêmes registres, etc. Et notamment, le GPU, il a aussi un pipeline particulièrement optimisé pour le rendu de triangle, qu'on va voir après, que vous connaissez aussi peut-être. Et voilà, donc là, c'est juste un exemple d'architecture simple, où en fait, on voit par exemple là que donc, on a nos cœurs, mais on voit par exemple que les unités donc LDST, par exemple, c'est les unités qui permettent de loader la mémoire ou de storer, donc load et store. On voit qu'il n'y en a pas une par cœur. On voit que les cœurs se partagent le même hardware qui, par exemple, fait les accès mémoire. Ou de la même manière, on voit qu'il y a un seul groupe de registres qui va être partagé entre tous les cœurs. Ça, pas mal, ça va impliquer beaucoup de choses. Et on voit notamment, du coup, effectivement, qu'il n'y a qu'un seul instruction buffer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul programme qui est lu et qui va être exécuté en parallèle par tous les cœurs. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails. Ouais, si je voulais quand même juste préciser un truc, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait que un seul set de registres pour tous les cœurs, en fait, ça va largement influencer, par exemple, si on exécute un shader qui demande beaucoup de registres, en fait, potentiellement, il ne va pas pouvoir s'exécuter sur tous les cœurs parce qu'il n'y aura pas assez de registres. Par exemple, si on a 32 registres et que notre programme il en consomme 16, en fait, on ne pourra que exécuter ce programme sur 2 cœurs parce qu'il va pouvoir consommer 16 fois 2, 32. Voilà, c'est juste en fait pour dire que même si on a tous ces cœurs-là, il faut quand même réfléchir pour tous les exploiter correctement. Donc, comme je disais, le GPU, il est optimisé pour dessiner des triangles, entre autres. Alors, pourquoi des triangles? Parce qu'on s'est vite rendu compte, quand on fait de la 3D, que c'était très facile de représenter des tas d'objets complexes juste avec des triangles.
Donc, en fait, les triangles, c'est la primitive de base qu'on utilise partout. C'est pour ça qu'il y a un pipeline dédié pour ça. Donc là, c'est le rasterization pipeline. Donc la rasterisation, c'est justement l'action de dessiner des triangles. Et donc ça, c'est le pipeline classique utilisé depuis maintenant plus de 20 ans, voire même beaucoup plus, hein, j'avoue. J'ai pas toute l'histoire. En gros, ça commence par quoi? Ça commence par l'input assembly qui va lire une liste de points. Le vertex shader, il va prendre chacun de ces points et il va les transformer dans l'écran, parce qu'en général, nos points, on les a dans un espace qu'on appelle le world space, c'est-à-dire à quel endroit ils sont dans l'univers du jeu, et puis le but, c'est de les transformer pour les mettre à l'écran, pour qu'ils soient projetés correctement à l'écran, comme si on les voyait à travers une caméra 3D. Donc ça, c'est Vertex Shader. Je passe ce que j'ai mis en gris, c'est pour la tessellation, mais on s'en fout. Et le Geometry Shader, c'est un truc que personne n'utilise, parce que c'est lent. Et donc ensuite, une fois qu'on a donc transformé nos triangles qui sont à l'écran, il y a une étape qu'on appelle le rasterizer qui va donc allumer, qui va trouver tous les pixels qui sont couverts par le triangle et qui va les allumer. Enfin, entre guillemets, quoi. Il va les allumer et pour chaque donc, pixel touché par le triangle, ensuite, on rentre dans le pixel shader et donc il y a un pixel shader qui va être exécuté pour chaque pixel. Et c'est dans ce pixel shader qu'on va faire tous nos effets complexes. C'est là qu'on va calculer la lumière, qu'on va lire les textures, qu'on va faire les effets de relief avec la normal map et compagnie. Et enfin, une fois qu'on a calculé la couleur finale du pixel, il ne reste plus qu'à le copier dans l'image finale. Alors, ça peut être trivial, hein, ça peut juste être on écrit le pixel, mais parfois, on va aussi faire du blending, donc on va faire de la transparence, et donc ça, c'est le output merger qui s'en occupe. Et donc, ces différentes étapes, certaines sont programmables. Donc, le vertex shader et le pixel shader, on est capable d'écrire un shader complètement custom qui fait qui fait ce qu'on a envie. Par exemple, le vertex shader, souvent, ça consiste juste à écrire une multiplication de matrice, mais ça peut être beaucoup plus complexe. Tandis que, par exemple, le rasterizer, on ne contrôle pas cette étape, elle est vraiment câblée dans le GPU. C'est pour ça que ça va vite, d'ailleurs. On a quelques options sur comment les triangles sont rasterisés, mais voilà, c'est une étape où on n'est pas capable de décrire la rasterisation comme on le ferait pour un pixel shader. Et évidemment, récemment, pas du tout récemment, mais après, on s'est rendu compte que le GPU, c'était très bien pour dessiner des triangles, certes, mais en fait, on pouvait calculer énormément de choses, pas que dessiner des triangles. On pouvait appliquer des post-process, on pouvait simuler de la physique, simuler des particules, simuler des animations et compagnie. Puis en fait, on s'est rendu compte que le GPU, c'était juste très, très puissant pour faire des calculs complètement génériques. Voilà, aujourd'hui, on mine du Bitcoin, on fait plein de choses avec le GPU. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a introduit tout simplement le compute shader. C'est tout simplement un shader qu'on écrit, qui donc a les contraintes qu'on a vues plus haut, avec ces histoires de thread group et tout, mais voilà, qui est juste capable de faire des calculs et d'écrire n'importe où dans la mémoire. Et donc, en fait, ce compute shader, aujourd'hui, on l'utilise bien sûr énormément parce que de plus en plus, on fait des choses qui ne sont pas liées à des triangles. Donc là, on a vu un peu l'architecture. Voilà. On a vu un peu l'architecture et les spécificités du GPU. On va un peu parler d'optimisation parce qu'en fait, avant, je vous ai parlé de plein de belles choses, l'océan et tout, les matériaux, la lumière et compagnie, mais évidemment, nous, on est dans un contexte où on fait un jeu vidéo, ça va tourner à 60 FPS. Donc, il y a quand même en fait énormément, chaque fois qu'on fait quelque chose, la première question c'est est-ce que ça va tourner? Est-ce que ça va être assez rapide? On peut avoir la meilleure idée du monde, si ça prend trop de temps, malheureusement, ça va pas pouvoir être livré dans le jeu. C'est pour ça que l'optimisation, c'est vraiment un côté très important de notre métier au quotidien. Donc, l'optimisation, évidemment, il y a des choses très basiques qu'on fait sur CPU, qu'on fait aussi sur GPU. On ne calcule pas plusieurs fois la même chose. C'est assez idiot dit comme ça, mais voilà, parfois, il faut juste stocker le résultat intermédiaire qu'on a déjà calculé une fois. Faire attention au cache, ça c'est important. Donc, le cache, c'est complexe, mais en fait, il y a certaines règles très simples qui nous permettent d'éviter un maximum de cache miss. Par exemple, lorsqu'on lit la mémoire de manière cohérente, par exemple dans l'ordre, on lit des adresses mémoire dans l'ordre, on est quasiment sûr que le cache qu'on va faire qu'on va pas cache miss, tout simplement parce que les algorithmes qui remplissent le cache, tout simplement, lorsqu'on lit à quelque part, ils vont tout simplement remplir le cache avec les éléments suivants, parce qu'en général, lorsqu'on lit la mémoire, on la lit dans l'ordre. Et c'est pour ça que les accès random dans la mémoire peuvent être lents parce qu'on aura plus de chances de cache miss. Minimiser le brain width. Minimiser le brain width, qu'est-ce que ça veut dire? En fait,
sur le GPU, on passe notre temps à lire des textures, à lire des données génériques, à faire des calculs et à les écrire. Alors certes, à faire les calculs, c'est long, ça peut être long, mais en fait, à force de lire et d'écrire de la mémoire, en fait, on a un risque tout simplement de saturer la bande passante du GPU. Par exemple, pour ceux qui savent, le port PCI Express, c'est un bus mémoire par laquelle passent tous les transferts de mémoire entre le GPU et la mémoire RAM. Et en fait, tout simplement, si on sature ces bus mémoire, ça va ralentir l'exécution globale. Et en fait, du coup, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un trade-off, par exemple. Plus on stocke des résultats intermédiaires pour ne pas calculer la même chose plusieurs fois, plus on va en fait passer du temps à relire des choses plutôt que de les calculer, et plus ça va augmenter le brain width. Donc en fait, il y a un sort de trade-off entre qu'est-ce qu'on précalcule et qu'on lit parce que c'est déjà calculé, ou qu'est-ce qu'on calcule à la volée parce que ce n'est pas trop long. Voilà. Il y a toujours un trade-off à avoir entre ça. Et donc, on l'a vu avant, il y a aussi donc, un truc qu'il faut toujours faire attention, c'est s'assurer que nos shaders s'exécutent bien sur le maximum de cœurs possible, et que donc les milliers de cœurs qu'on a à disposition travaillent tous tout le temps. Alors, c'est jamais le cas, on n'arrivera jamais à un truc parfait, mais qu'en tout cas, un maximum de cœurs travaillent le plus souvent possible. Parce qu'on a vu justement, en fait, c'est pas si simple. On a un nombre limité de registres, ou bien même parfois, il peut y avoir une dépendance. On a un algorithme qui se fait en 2 étapes. Si la première étape, ça consiste juste à faire tourner quelques cœurs pour calculer une valeur intermédiaire qui serait ensuite utilisée massivement par le reste des cœurs, on voit bien qu'il y a cette dépendance qui fait que la première étape va que se calculer sur quelques cœurs. Et donc, on ne va pas exploiter tout le GPU. Donc, il faut toujours, en fait, souvent, ce qu'on voudra faire là, par exemple, c'est qu'on ait d'autres choses à faire en même temps et qu'on les fasse tourner en même temps pour vraiment, entre guillemets, saturer le GPU et s'assurer que tous les cœurs ont toujours quelque chose à faire. Enfin, voilà, donc ça, c'était un peu une liste d'optimisation, disons, très générique. Je bois un peu. Mais donc là, on va regarder en plus en détail une optimisation très particulière, très connue, qu'on fait dans nos moteurs, que tout le monde fait en fait, parce que c'est vraiment un truc, c'est un truc qui existe depuis longtemps, que vous avez peut-être vu en cours, qu'on appelle donc l'optimisation de la Z prepass. Alors, en quoi ça consiste? Alors déjà, je vais juste expliquer ce que c'est que le Z-buffer, pour ceux qui ne savent pas. Donc le Z-buffer, c'est un buffer qui stocke la profondeur pour chaque pixel à l'écran. Et donc tout simplement, c'est utilisé pour que lorsqu'on dessine un objet, que ce soit les objets du premier plan qui passent devant les objets du second plan. Parce que du coup, vu qu'on a la profondeur et lorsqu'on dessine un pixel, on sait si ce pixel il est plus profond ou pas que ce qu'on a actuellement à l'écran, et ce qui permet de savoir s'il faut le dessiner ou s'il faut l'ignorer. Et donc, en fait, l'idée, c'est que lorsqu'on dessine une scène, disons naïvement, lorsqu'on dessine une scène, on va dessiner tous les objets dans un ordre plus ou moins aléatoire en fonction de plein de choses. Je ne vais pas détailler, mais on va dessiner tous les objets dans un ordre plus ou moins aléatoire. Et donc, en fait, dans plein de situations, on va dessiner un objet. Je ne sais pas, imaginez-vous qu'on ait le terrain et une maison sur le terrain. Peut-être qu'on va d'abord dessiner le terrain, puis la maison. Donc, imaginons qu'on soit à l'extérieur, imaginons qu'on soit dans la maison et qu'on dessine d'abord le terrain. En fait, on va d'abord dessiner tout le terrain, donc il va remplir tout l'écran parce que c'est le terrain, il prend de la place. On va donc pour le terrain, donc on va devoir exécuter le vertex shader, le pixel shader, faire les calculs de lumière, faire tous les calculs complexes, ça prend du temps et à la fin on va écrire le terrain à l'écran. Puis on dessine la maison. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans la maison et que du coup la maison, en fait, elle va recouvrir quasiment tout l'écran. Il n'y aura peut-être que par les fenêtres qu'on va encore voir du terrain. Et donc, pareil, on va calculer un pixel shader complexe pour la maison, pour faire l'éclairage et compagnie. Et au final, tous les pixels du terrain qui sont du coup cachés entre guillemets par la maison, on les aura calculés pour rien. Et en fait, la Z prepass, justement, son but, ça va être d'optimiser et d'éviter ce genre de scénario. Donc, ça consiste à quoi en fait? Ça consiste à d'abord, plutôt que de rendre toute la scène directement avec la lumière calculée pour l'image finale, on va d'abord rendre la scène uniquement dans le Z-buffer. Donc, on va juste rendre la géométrie, transformer la géométrie dans l'espace écran via le vertex shader, et c'est tout. On aura accès du coup à la profondeur pour chaque pixel, et on va simplement remplir le Z-buffer, et on va en fait tout simplement pas exécuter le pixel shader, parce que c'est pas nécessaire s'il faut juste remplir le Z-buffer. Et une fois qu'on a rempli le Z-buffer, oui, donc juste pour vous dire, du coup, le Z-buffer, c'est un buffer qui contient la profondeur. Du coup, là, derrière, en arrière-fond, vous avez une scène connue qui s'appelle Sponza.
Et vous pouvez voir voilà, à quoi ça ressemble un Z-buffer. On voit bien que les pixels noirs sont proches de la caméra. Et plus on s'éloigne de la caméra, plus les pixels deviennent blancs, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a rempli ce Z-buffer, on va rendre la scène une nouvelle fois. Donc, on va rendre 2 fois la scène. Sauf que cette fois-ci, on aura déjà calculé le Z-buffer. Donc, en fait, on va rejeter tout de suite, sans même se poser la question, on va rejeter tous les pixels qui sont derrière le Z-buffer, qui sont occludés par le Z-buffer. Donc, dans notre cas à nous, lorsqu'on va re-rendre le terrain une deuxième fois, en fait, tous les pixels qui seront derrière le Z-buffer, qui donc sera la maison, ils seront tout de suite rejetés. Et en fait, on n'ira jamais calculer, évaluer le pixel shader qui est long à calculer. Et en fait, c'est ça l'idée de l'optimisation, c'est que les pixels occludés ne seront jamais calculés. Et qu'en fait, finalement, on ne calcule que les pixels qui seront réellement visibles dans l'image finale. Et donc ça, c'est cool. C'est ça le but de l'optimisation. Voilà. Mais évidemment, il y a quand même, comme toujours, comme toutes les optimisations en général, il y a un mauvais côté. Et le mauvais côté, donc, c'est que la géométrie est dessinée 2 fois. Alors, en fait, c'est un mauvais côté, pas tant que ça, parce que en fait, la première passe qui remplit le Z-buffer, elle est très rapide. On l'a vu, on ignore le pixel shader. En fait, ça consiste littéralement que à exécuter le vertex shader et à trouver la profondeur du pixel. Et en fait, le vertex shader, comme on l'a dit, c'est simplement souvent une multiplication de matrice, donc ça va très vite. Et en fait, en général, cette première passe, elle est très rapide et elle optimise la deuxième, qui, elle, est beaucoup plus lente. Donc, en général, cette optimisation, elle est très intéressante. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on, durant la première passe qui remplit le Z-buffer, on va ignorer les pixels, les objets qui sont trop petits et qui sont trop denses en triangle. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est les objets qui recouvrent une grosse surface à l'écran, parce que c'est eux qui risquent d'occluder justement beaucoup de pixels. Par contre, un tout petit objet qui est loin et qui est composé de dizaines de milliers de triangles, lui, il sera lourd à dessiner, même dans le Z-buffer, parce qu'il a beaucoup de triangles, et puis il ne va pas occluder grand-chose. Donc on peut aller plus loin en faisant une sorte d'heuristique qui rejette les objets qui sont trop petits et trop denses, par exemple. C'est un exemple pour aller plus loin avec l'optimisation. OK. Donc là, on en a parlé de la Z-prépasse. Je vais encore parler encore un peu de technique et faire le lien entre justement l'architecture du GPU et en pratique lorsqu'on écrit un shader, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont déjà écrit un shader. Et vous allez me dire si vous vous êtes posé ces questions-là. Parce qu'en général, quand on écrit un shader, on se dit trop cool, j'écris un code comme sur le PC normal, quoi, sauf que ça va beaucoup plus vite parce que c'est le GPU. On va voir qu'il faut quand même faire attention à certaines choses. Donc là, on va parler justement de cette histoire de il faut que tous les cœurs aient du travail et que justement, au sein d'un groupe de cœurs, d'un thread group, tous les cœurs vont exécuter la même chose in fine. In fine, en fait, ils ne vont pas pouvoir exécuter des choses différentes. Ils vont devoir exécuter le même code. Alors même si dans un shader, il peut y avoir des ifs, des branches et compagnie, des boucles et compagnie, en fait, au final, après compilation, votre shader, il va toujours ressembler à un truc qui va être exécuté de la même manière par tous les cœurs. Parfois, ce n'est pas visible forcément lorsqu'on analyse le code. Parfois, c'est le driver qui fait des tricks, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, si on s'intéresse à ce cas simple, on est à l'écran. Donc, c'est vraiment un bout de code qu'on peut trouver dans un jeu Ubisoft, un peu simplifié. Donc là, c'est quoi? On est dans un pixel shader. On est en train donc de calculer l'éclairage du pixel. Et on va tout simplement interroger, est-ce que ce pixel, c'est du ciel ou pas? Si c'est du ciel, on va calculer du scattering. Donc ça, c'est une équation très complexe qui prend en compte l'atmosphère et plein de choses. Donc ça, c'est lourd. Et si ce n'est pas du ciel, cool, on a juste à calculer la contribution directe du soleil et des lumières locales, c'est-à-dire d'une lampe, d'une bougie et compagnie. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce if-là, si c'est du ciel, il est assez lent à calculer. Si on est dans le else, alors c'est assez rapide. On va supposer donc qu'on a des groupes de 32 cœurs. On a des groupes de 32 cœurs. Voilà. Donc, on a 32 cœurs qui vont exécuter ce code en parallèle, en même temps. On va supposer donc que parmi ces 32 pixels qui vont être traités, tous ne seront pas du ciel. Donc, isSky va être false pour tout le monde, sauf le dernier qui sera, lui, du ciel. Par exemple, on peut imaginer, voilà, je lève la tête et je vois un arbre et il y a juste un petit bout de pixel dans le coin qui, en fait, transparaît le ciel et tout le reste, on voit l'arbre, par exemple.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a un thread dans ce groupe qui va devoir passer dans cette branche-là, tandis que les 31 autres, du coup, vont passer dans cette branche-là. Le problème, on l'a vu, c'est qu'à la fois, il y a ce côté que tous les threads, en fait, in fine, vont... En fait, c'est faux dire qu'ils vont exécuter les deux branches in fine, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que l'entièreté du groupe va de toute façon attendre que tous les threads terminent avant de pouvoir faire autre chose. Donc, ça veut dire que même si les 31 threads-là vont s'exécuter très rapidement en parallèle, ce calcul-là qui est assez rapide, en fait, ce thread-là tout seul, de toute façon, il va être lent et il va de toute façon bloquer l'entièreté du groupe jusqu'à ce que lui termine. En fait, on se rend compte que même si 31 threads prennent le chemin rapide, en fait, on s'en fout. De toute façon, l'entièreté du groupe va prendre le temps qu'il faut pour exécuter cette fonction au mieux. Et donc, c'est pas cool, en fait. Parce que, voilà, il suffit d'un petit pixel qui traîne, qui est le ciel, et en fait, tout est ralenti dans cet exemple-là. C'est pour ça que ce genre de pattern, il faut éviter ce genre de pattern quand on écrit des shaders. Il y a des manières, bien sûr, de résoudre le problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Enfin, c'est juste que on voit que quand on écrit un shader, il faut quand même avoir un peu conscience de comment est fait le GPU, quoi, pour que ça aille vite. Et du coup, pour terminer, je vais un peu parler d'un truc un peu plus hype. C'est un peu le truc à la mode en ce moment, donc le real-time ray tracing. Alors c'est à la mode parce que les GPU, maintenant ont du hardware dédié pour le faire, et que évidemment ça a été marketé par Nvidia et par tout le monde, par Sony et compagnie. Donc c'est quoi les principes de base du ray tracing? En fait, l'idée c'est simplement de lancer des rayons depuis la caméra ou depuis l'œil, de chercher une collision avec la géométrie de la scène. Souvent on a une structure d'accélération qui permet d'accélérer cette étape. On évalue la lumière directe. Et ensuite, pour évaluer la lumière indirecte, vu qu'on est dans le cadre du ray tracing, en fait, en général, ce qu'on aimerait faire, c'est relancer plein de rayons partout pour évaluer la lumière indirecte. Et évidemment, si on veut aller encore plus loin, pour chaque rayon, on recommence, et comme ça, on a un rendu super joli, digne des films Pixar. Sauf que, bien sûr, en real time, c'est pas si simple. Lancer des milliards de rayons, c'est pas possible en real time. Et en fait, c'est pour ça que malgré tout ce qu'on a entendu sur le ray tracing est arrivé, machin, évidemment, c'est pas si simple, et on est loin de faire ce que font les mecs chez Pixar, chez Disney. Tout simplement parce qu'on on a 30 millisecondes pour calculer notre image et pas 1h30. Quoi. Donc, je veux juste encore revenir sur un peu, encore une fois, un truc que je me suis dit en fait quand ils ont fait ces annonces, et je me suis dit oui, mais en fait, vous pouvez déjà faire du ray tracing avant finalement. En fait, on va voir qu'avant, c'était quand même pas si simple, et qu'on va en revenir encore une fois à l'architecture du GPU. En fait, avant, on pouvait faire du ray tracing en théorie, mais ce n'était pas si simple parce qu'on a ce qu'on appelle le problème de divergence des rayons. Je vais faire un petit schéma avec mes talents d'infographiste. Donc là, en fait, lorsqu'on simule les rayons sur GPU, on peut imaginer que la première vague de rayons, les rouges, ceux qui partent de l'œil, effectivement, ils vont être très cohérents. Ils seront tous à peu près parallèles. Ils vont tous, en tout cas, les rayons qui sont proches, vont tous à peu près toucher la même géométrie, les mêmes objets et tout. Donc, on peut imaginer que si on exécute ces rayons sur un compute shader, dans un thread group, encore une fois, on en revient toujours au GPU, on peut imaginer que finalement, on va aller lire la même mémoire, on va aller exécuter à peu près le même code qui va du coup calculer à peu près les collisions, des collisions très semblables, vu qu'on est très proche géographiquement. Donc les triangles qu'on va toucher seront très proches dans la mémoire, etc. Donc on peut imaginer que la première passe de rayon, elle soit assez rapide à calculer, et c'est vrai. Mais en fait, très rapidement, dans mon schéma, au bout d'un seul rebond, on voit qu'en fait, les rayons, là je suppose que c'est un miroir, on voit que les rayons ils partent dans des directions complètement différentes, en fait, et que chaque rayon il part à quelque part dans la scène, et que tout de suite, on va plus du tout, enfin pour les rayons verts, jaune kaki plutôt, on va aller lire de la géométrie complètement différente. Quoi. Là, on sera plutôt sur le même objet, on va aller taper des objets qui seront pas au même endroit dans la scène. Du coup, pour les collisions, on va devoir rentrer dans des structures d'accélération différentes et tout. Et en fait, notre thread group, il va pas du tout être optimal. Quoi. Chaque thread va devoir exécuter tout seul son truc et attendre sur les autres parce que rien ne va s'exécuter en même temps. Du coup, ça va être long.
Et en fait, c'est ça en fait la petite révolution, c'est que maintenant les GPU ont un hardware dédié capable en fait de résoudre ces problèmes et de tout simplement réussir à faire du parallélisme sur tous les rayons, même si les rayons vont se balader dans des endroits différents de la scène. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça va apporter ce ray tracing? Qu'est-ce qu'on va réellement faire avec ce ray tracing? Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, le fameux pipeline de rasterisation qu'on a vu avant, qui est là depuis plus de 20 ans, est-ce que lui, il dégage du coup? Alors, pas encore. Il se trouve qu'il est très optimal et qu'en fait, le ray tracing, on a beau maintenant pouvoir lancer des millions de rayons par frame, enfin en tout cas en quelques millisecondes. Quelques millions de rayons, c'est pas suffisant pour faire tous les effets qu'on voudrait faire. Et pour dessiner des triangles, en fait, le pipeline de restauration est toujours, encore aujourd'hui, plus optimal que la restauration est plus optimale que le ray tracing. Et peut-être pas dans certains cas très particuliers, mais en tout cas, actuellement, dans la majorité des cas, on va continuer à utiliser la rasterisation pour dessiner des triangles. Voilà. Parce qu'on n'est pas capable encore de lancer des milliards de rayons gratuitement sur GPU. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le ray tracing? Le premier truc que tout le monde a fait, et c'est d'ailleurs toutes les démos ont montré ça, c'est les réflexions. Voilà, on a un miroir, on a une flaque d'eau, on lance des rayons et on fait des réflexions en temps réel. Alors, en fait, ce qui est marrant, parce que souvent on pense à ray tracing, on pense à rayon, mais en fait, il y a un autre topic, il y a un autre sujet en fait, qui est mis en avant, même par exemple NVIDIA, en fait, c'est le denoising. Pourquoi? Parce qu'on a vu, donc, un miroir, c'est facile à simuler. Si on lance un rayon, il rebondit. Facile. Par contre, si le miroir il est un peu plus rough, il est un peu sale, il n'est pas parfait, en fait, ce n'est pas du tout une réflexion parfaite qu'on voudrait voir. Ce qu'on voudrait voir, c'est une réflexion un peu floue, tout simplement parce que en fait, le rayon, il se splitterait en plein, enfin, comment dire, la réflexion, elle ne serait pas calculée via un seul rayon, mais en fait, finalement, via un cône de rayons. Puis après, ça, c'est des équations de surface qu'on appelle BRDF qui permettent de simuler ça. Mais en tout cas, on ne pourrait pas simuler ce miroir juste avec un rayon. Sauf qu'on est en ray tracing, on est en temps réel, et donc, on ne peut pas vraiment se permettre de lancer beaucoup plus qu'un rayon par sample, donc par pixel. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on lance qu'un seul rayon. Sauf que ce rayon, au lieu de rebondir de manière parfaite, on va avoir une fonction de probabilité qui va le faire dévier de sa trajectoire parfaite pour justement créer ce côté surface qui n'est pas parfaitement lisse. Et en fait, on va se retrouver avec une image finale très très bruitée. Et en fait, il y a un challenge qui consiste à dénoiser cette image pour au final avoir une belle image à l'écran. Et c'est drôle parce que voilà, vraiment aujourd'hui, quand on fait du ray tracing, en fait, il y a la moitié du boulot, c'est quoi? C'est faire du denoising. Et en fait, même NVIDIA nous donne à développer des circuits particuliers dans leur GPU qui font du denoising, par exemple, qui ont été entraînés avec du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Enfin voilà, il y a tout un domaine qui donc étudie ce denoising parce que c'est ultra important pour avoir du ray tracing joli quand on fait par exemple des réflexions ou ici des shadows. Alors les réflexions, donc on a vu, c'est le truc le plus mis en avant, mais en fait il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et notamment là, je vais vous parler d'un truc que moi je pense qui est prometteur. Alors, si on revient un peu aux bases, finalement le ray tracing permet de faire quoi? Permet simplement d'aller sample la lumière qui vient d'une direction donnée. C'est un truc qui est en fait assez difficile à faire si on n'a pas le ray tracing, parce que avec la rasterisation, il faut dessiner des triangles. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué à faire, alors que le ray tracing finalement résout ce problème de manière extrêmement simple. On lance un rayon, voilà, on sait quelle est la lumière qui vient de cette direction. Et en fait, avec cette facilité, en fait, on peut très facilement se rendre compte que il va être très facile et très intuitif d'implémenter du coup de la global illumination. Alors, je rappelle vite fait, donc je l'ai déjà dit, la global illumination, c'est quelle est la lumière, c'est entre guillemets calculer une représentation de la lumière qui nous parvient de l'environnement, qui est diffusée, par exemple un mur rouge qui diffuse de la lumière rouge parce qu'il est éclairé par le soleil et donc indirectement il diffuse de la lumière rouge, c'est ça la global illumination. Et en fait, pour évaluer l'illuminance, donc c'est cette fameuse lumière qui vient de l'environnement à 360 degrés, ben en fait, c'est très facile. En cas, ça revient à lancer des rayons dans un peu toutes les directions. Et voilà, et après, on fait quelques calculs et on arrive à se faire une représentation de cette lumière qui vient à 360 degrés.
Et en fait, avec quelques dizaines ou centaines de rayons, on a une bonne approximation. Et on voit que là, on parle de dizaines ou centaines de rayons pour mettre à jour, pour savoir, en gros, pour estimer la lumière ambiante dans un point de l'espace. On ne parle pas de millions de rayons, on parle de dizaines ou de centaines de rayons. Enfin, plutôt centaines, hein. Dizaines, c'est un peu exagéré. Mais voilà, on voit qu'on est dans des ordres de grandeur tout à fait corrects. Et en fait, moi, je pense vraiment que la Global Illumination va largement profiter du ray tracing. Voilà. Donc, ça conclut ma présentation. Je vous ai parlé de plein de sujets qui font un peu notre quotidien. Mais voilà, si vous avez d'autres questions sur n'importe quoi, sur mon quotidien, sur le jeu vidéo, sur des trucs que j'ai dit que vous n'avez pas compris, ou sur d'autres sujets techniques, allez-y, c'est maintenant. Et vous pouvez prendre la parole, ou vous pouvez aussi les mettre dans le chat, comme vous voulez. Et aussi, j'ai mis juste un contact. Donc, il y a moi sur LinkedIn, si vous voulez m'ajouter. Mais j'ai mis un contact, Camille Péchon, qui est une RH à Ubisoft. Et donc, si vous avez des questions sur, par exemple, des possibilités de stage ou autre, c'est à cette adresse mail que vous pouvez écrire. Des questions d'ordre très, très général, en fait. Mais au niveau de ton travail, tu vas être dans une grosse équipe, dans une petite équipe, c'est très spécifique. J'ai pas beaucoup détaillé. Ouais. Voilà. J'ai un peu détaillé du coup. Donc, alors, BGE2, c'est quand même un gros projet. Hein. Ça a commencé petit, mais maintenant c'est gros. Donc, à Montpellier, je travaille dans une équipe, donc l'équipe GFX, donc l'équipe qui bosse sur le moteur graphique. On est à peu près, aujourd'hui, on doit être entre 12 et 15. Il y a eu beaucoup de nouvelles arrivants, donc je n'ai pas le chiffre en tête. Et à l'échelle du projet, avec toutes les collaborations, on est plus d'une vingtaine. Et bien sûr, ça, c'est que les programmeurs. Donc, les programmeurs 3D. Bien sûr, si on étend ça à tous les programmeurs du projet, là, on est plus d'une centaine de programmeurs. Mais en tout cas, sur ces questions de graphisme, de moteur graphique, on est à peu près, disons, une vingtaine. Au niveau donc, de l'interaction avec les autres membres de l'équipe, surtout au niveau contenu, au niveau créateur 3D ou ce genre de choses, est-ce que c'est des choses qui se font régulièrement, jamais? Alors, je vais un peu détailler. Bon, alors, en général, donc, quand tu es programmeur 3D, on va dire qu'il y a deux types de profils. En fait, voilà, on a vu, donc il y a le GPU, la partie très bas niveau avec les API graphiques, la mémoire et compagnie. Et puis évidemment, il y a ceux qui implémentent les algorithmes de lumière, les matériaux, le terrain et compagnie. Donc bon, quand tu bosses vraiment sur la partie bas niveau, tu vas surtout interagir avec les autres membres de l'équipe moteur. Mais voilà, dès l'instant où tu bosses sur une feature visuelle, vraiment, qui va se voir dans le jeu, là, tu vas toujours travailler avec ce qu'on appelle les directeurs techniques. On va dire, c'est des sortes de super users ou des sortes de super artistes. Et en fait, tu vas bosser avec eux pour définir les besoins, quel genre d'interface ils veulent. Par exemple, tu crées un système pour faire des nuages volumétriques, c'est cool, mais les artistes, eux, ils voudront manipuler ton système pour faire les nuages qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup d'échanges sur comment eux pourront configurer ton code. Enfin, il y a énormément d'échanges, c'est clair. Et je dirais même que c'est 50% du boulot, souvent, c'est pas l'implémentation pure, mais c'est comment faire en sorte que ta feature puisse être utilisée par les autres, finalement. Est-ce que vous travaillez en lecture papier de recherche? Et si oui, qu'est-ce qui est important dans un papier pour que ça puisse être exploité au niveau industriel? Alors oui, de toute façon, déjà, il y a plein de grandes conférences liées, qu'on suit, hein, genre la GDC, c'est des papiers qui sont publiés, des papiers sur le rendu et compagnie. Il y a SIGGRAPH, je ne les connais pas tous, et évidemment, si on peut trouver des papiers qui nous aident pour implémenter des techniques particulières, oui, je dirais même que c'est notre principale source d'information, en fait. Au-delà, bien sûr, on réutilise aussi les technologies internes. Donc, on regarde ce qui est fait à l'intérieur d'Ubisoft, mais on regarde aussi énormément tous les papiers qui sortent. Et souvent, on se partage ça même. On a un fil de discussion où on se partage tous les papiers intéressants. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui fait qu'un papier est bon pour l'industrie? Le premier truc, en fait, c'est est-ce que c'est réellement du temps réel? Parce qu'en fait, souvent, les papiers, ils ont l'effet démo. C'est-à-dire, souvent, ça marche très bien dans une démo, mais en fait, 100% du budget du rendu passe dans les faits. Donc, c'est souvent ça, en fait, qui va principalement dire si on va pouvoir ou pas l'utiliser. C'est ça, en fait. C'est est-ce que réellement,
ça prend très peu de temps. Est-ce que réellement, il y a moyen de faire tenir les calculs qu'il faut dans moins d'une milliseconde, dans moins de 2 millisecondes, quoi. C'est souvent ça le critère qui va au final décider, quoi. Avec bien sûr la qualité visuelle de ce qui est proposé, mais souvent, on a des jolis papiers, mais on n'en fait rien parce qu'on sait que c'est trop bon. Moi, j'ai une question un peu plus générale à la limite. Ouais. Je me demandais, au niveau des connaissances nécessaires, quelle part vous aviez déjà en arrivant dans le monde du travail et quelle part vous avez acquise en travaillant, j'imagine. Enfin, en tout cas, Ouais. une fois Oui. arrivé. Alors, évidemment, déjà, ça va dépendre de tout le monde, hein, à quel point tu t'es intéressé. Enfin, déjà, par exemple, Oui. chez Ubisoft, je pense que c'est partout pareil, hein, mais quand tu arrives, tout de suite, on regarde qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, et on va essayer de te mettre sur un sujet que tu as déjà un peu exploré, quoi. On va rarement te dire, allez, vas-y, tu n'as jamais fait ça, maintenant, il faut que tu nous fasses ça. Ok. Donc, alors, par rapport à moi, par exemple, j'ai pas eu un cursus vraiment jeu vidéo rendu. En fait, j'ai eu un cursus plutôt général software engineering, quoi. Mais je m'étais beaucoup intéressé au sujet avant. C'est une passion. Donc, je dirais que ça dépend des profils, mais globalement, on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez tout, en fait. Pas du tout. Et c'est. Voilà. Je dirais, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, en 2 ans, en 3 ans à Ubi, j'ai clairement appris quasiment tout ce que je sais aujourd'hui, quoi. Donc, clairement, on a des connaissances pour pouvoir commencer à bosser, mais clairement, on va largement les développer directement dès les premières années. Voilà. Et donc, en termes de connaissances requises, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de. Voilà, je pense que c'est aussi surtout le côté. Si tu t'intéresses et qu'on voit que tu t'intéresses, clairement, c'est ça qui va compter le plus, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, bien sûr, voilà, quand tu fais un CV, si tu mets ton GitHub et qu'on voit que tu as fait plein de trucs sur GitHub, c'est un très bon point, quoi. Par exemple. Est-ce que vous êtes passé par un stage pour rentrer dans la boîte ou... Ouais. Ouais. Alors, je suis passé par un stage tout simplement. Ouais. C'est-à-dire, en gros, j'arrive sur la fin de mon master. Je devais faire un projet de master et un stage. Et ben, j'ai tout simplement trouvé à Ubisoft. Donc, j'ai pu faire à la fois mon projet de master et mon stage en même temps. Et à la fin de mon projet de master, Ubisoft m'a proposé du coup de continuer tout simplement. Et en général, quand on sort d'études, c'est souvent comme ça qu'on rentre, quoi. C'est grâce au stage, quoi. Sur un jeu qui voudrait faire des univers un peu taille réelle. Ouais, sur le slide sur le projet. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus rapide de remonter. C'est-à-dire que les contraintes, je suppose, le nombre d'objets, ça compte tout ça. Mais la taille et disons, les opérations flottantes, elles ne peuvent pas perdre. Ouais, bien vu. Bonne question. Oui, alors évidemment, c'est déjà dans les jeux traditionnels, hein, quand tu as des maps de 16 km par 16 km, déjà là, donc les floating points, donc les nombres flottants représentés sur l'ordi, montrent des problèmes de précision. Évidemment, quand tu dois faire des échelles de l'ordre du milliard de kilomètres ou plus, évidemment qu'en fait, on ne peut pas représenter les distances bêtement par un flottant. On a plein de tricks, on a des repères locaux, on a des. Ouais, voilà. Enfin, en gros, on a des hiérarchies de repères qui nous permettent chaque fois de travailler dans une unité qui est représentable à l'échelle où on travaille. Donc oui, il y a, ça fait partie justement, c'est pour ça qu'on a fait un nouveau moteur. C'est parce que justement, on avait ces problématiques de précision et qu'il fallait les résoudre. Pour rebondir du coup sur, vous disiez que vous aviez développé un nouveau moteur pour cette problématique-là en particulier, et ça revient aussi sur la thématique de la recherche. Quand vous trouvez par exemple une solution miracle, entre guillemets, un truc qui révolutionne un peu l'industrie, j'imagine qu'il y a une publication qui suit, mais elle reste uniquement en interne, ou il y a des dépôts de brevets, comment ça se passe? Alors, bon, déjà, c'est rare qu'on trouve des choses miracles. C'est en fait, si on regarde le monde de la 3D en temps réel, c'est beaucoup de hacks. C'est beaucoup de hacks pour que ça aille plus vite, Bon, en général, les solutions miracles, c'est rarement miraculeux, quoi. C'est juste
hack un peu plus intelligent que les autres qui permet d'aller un peu plus loin. Enfin bref. Mais alors, est-ce qu'on publie tout ce qu'on... Non, alors évidemment, on ne publie pas toutes les solutions qu'on découvre, soit parce que ça ne mérite pas d'être publié, soit parce que, malgré tout, il y a aussi de la compétition, hein, entre les boîtes. Mais je pense quand même que le jeu vidéo a quand même, en tout cas le monde du rendu, je pense qu'il a quand même une tradition très ouverte. Et en fait, on voit que tous les jeux qui ont shippé, donc tous les jeux qui sont sortis, en général, vont sortir après coup un papier qui explique dans les grandes lignes comment ils ont fait le rendu. Donc, je dirais que c'est globalement, oui, on essaye de publier, mais pas toujours, bien sûr. Parce que des fois, il y a quand même certaines choses qu'on ne publie pas, rien que parce qu'effectivement, on pense que ça nous donne un petit avantage en termes de rendu sur d'autres boîtes, quoi. Ouais, mais c'est souvent public quand même. Ok. Oui. Merci. Du coup, j'aimerais savoir qui dans le projet et comment est-ce que c'est décidé que ça va être un nouveau moteur qui sera fait plutôt qu'utiliser les solutions qui existent déjà ou qui a déjà été développé dans la boîte. Alors, à qui décide Alors déjà, quand le projet commence, évidemment, il y a beaucoup moins de gens. Là, on est plus de 250. Quand le projet commence, moi, je n'étais même pas là à l'époque. Hein. Au tout début, je n'étais pas sur le projet. Ils étaient peut-être une vingtaine ou une quinzaine, quoi. Donc, qui décide c'est le directeur artistique, le producteur du projet, les quelques ingénieurs qui sont sur le projet à ce moment-là. Voilà. Et je dirais que ça dépend beaucoup des projets. Il y a aussi des volontés internes, des dynamiques internes. Parfois, il y a des boîtes je prends l'exemple, c'est connu, hein, mais il y a une boîte, EA, voilà, et Electronic Arts. Eux, ils ont un moteur. C'est connu, ils ont un moteur qui font tous leurs jeux. C'est le Frostbite Engine, je crois. Que ça fait FIFA, ça fait Star Wars, ça fait tout. Et en fait, c'est vraiment une volonté interne de la boîte de maintenir qu'un seul moteur. Alors qu'à Ubisoft, c'est pas du tout ça. À Ubisoft, on a plein de moteurs. Du coup, ça dépend de plein de trucs, en fait. Ça dépend de la politique de la boîte, ça dépend des gens qui sont là au début du projet. Voilà. Je ne pourrais pas te donner une réponse beaucoup plus précise. Et évidemment, au cours du projet, parfois, les choix sont challengés, quoi. Ça arrive que tu dis on va faire un nouveau moteur et qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, ça coûte trop cher et qu'en fait, non, il faut prendre un truc existant, quoi. Ça peut aussi arriver. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Ça s'est très bien passé. Pour l'attention. Et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Au revoir. Au revoir. De rien, au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.